Bonjour à tous et bienvenue dans la télé du Salon. On est encore en direct du Salon du Livre à Montreuil. Et si vous nous rejoignez, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Aujourd'hui, on va parler de livres-objets, de leur conception à leur fabrication. J'imagine que vous le voyez déjà derrière moi. Il y a pas mal de maquettes et d'objets sur la table. Ça va être hyper sympa. Mais avant, je suis avec Sylvie, la directrice du salon. Bonjour. Que retenir de cette journée, Sylvie? Alors aujourd'hui, c'est nocturne, c'est-à-dire que le salon se prolonge jusqu'à 21 heures. Et en soirée, nous allons faire une rencontre autour des illustrateurs qui ont donné une image aux crèches de la Seine-Saint-Denis. C'est le projet 40-40 que l'on voit à l'ouverture du salon. Donc c'est un chouette moment pour nous. Comme tous les jours, Sylvie, tu es allée fouiller dans notre histoire littéraire pour un petit peu mieux comprendre les phénomènes d'aujourd'hui. Qu'en est-il du livre-objet ? Alors, le livre-objet, on aurait pu remonter au Moyen-Âge pour parler du livre-objet, et peut-être que vos invités le feront, parce que c'est là qu'on voit apparaître les premières languettes qui animent des figures anatomiques. On aurait pu faire un petit saut dans le 18e et 19e, qui est l'époque, une première époque d'essor des pop-up, et notamment avec Lothar Mengendorfer, qui, je crois, vous voyez à l'image son grand cirque qui montre à quel point le livre peut être ludique. Mais finalement, j'ai choisi de m'arrêter sur un livre, Dans le brouillard de Milan, de Bruno Munari, qui est un designer italien du XXe siècle et qui a théorisé la matérialité du livre, a travaillé sur la manière dont le papier pouvait, en se superposant, en étant troué, en pliant, etc., pouvait apporter une autre expérience de la lecture aux enfants. Il a fait du livre un espace sensible, une architecture qui dépasse la question de l'illustration. Il nous a permis de faire émerger l'enfant lecteur comme un enfant dynamique dans sa lecture, et c'est ce qui m'a intéressée particulièrement. Merci beaucoup, Sylvie. On te retrouve demain. Et maintenant, place à la discussion. Je ne sais pas vous, mais moi, les livres que je préfère sont les livres qui me dérangent dans leur forme. J'aime les livres biscornus, les livres où les mots se font rares. J'aime les livres où la reliure étrange ou la typo excentrique nous raconte le pari fou d'un éditeur qui se dit « c'est possible ». Mais comment sont fabriqués ces livres hors normes? Quelle place peuvent-ils jouer dans les premiers pas d'un jeune lecteur? Et surtout, jusqu'où peut-on aller dans l'objet livre? Avec moi aujourd'hui pour répondre à ces questions, Alexandre Chaise, éditeur aux éditions du Livre. Bonjour. Bonjour. Adrien Parlange, auteur et illustrateur. Bonjour. Bonjour. Gérard Lomonaco, auteur, illustrateur et directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Et Alix Villert, chef de fabrication chez Albin Michel Jeunesse. Bonjour. Merci à tous d'être là et d'avoir amené d'aussi beaux spécimens, j'ai envie de dire, et j'ai hâte qu'on les découvre tous ensemble. Peut-être pour commencer, Alexandre Chaise, il faut l'avouer, vous avez quand même plein de drôles de livres dans votre catalogue. Est-ce que vous vous définiriez comme un éditeur de livres-objets, et pour vous, ça veut dire quoi, le livre-objet ? Personnellement, je ne me considérais pas comme un éditeur de livres-objets, mais avant tout de livres, parce que simplement, moi, le livre en fait, a un vocabulaire commun, qui est le commun à toutes les maisons d'édition. La singularité peut-être des éditeurs ou même des auteurs qui publient des livres-objets, c'est que pour moi, ils vont s'appesantir à un moment sur une spécificité matérielle du livre, peut-être plus marquée que dans un livre où on va seulement, entre guillemets, reproduire une illustration définie en amont. Donc c'est ce qu'a déjà un peu parlé Sylvie en amont en parlant de Bruno Munari, c'est que finalement le livre comporte une couverture, comporte un signet. Par exemple, Adrien a joué avec le signet du livre. On peut jouer aussi avec la finesse, la transparence du papier, avec la taille du livre, la petitesse du livre, le fait que les pages puissent être découpées. Et à ce moment-là, effectivement, toute cette matérialité-là invente
apporte une nouvelle narration au livre. Et en tout cas, avec les éditions du livre, c'est ce que je cherche à faire, c'est utiliser ces singularités-là pour créer des narrations et des manipulations différentes. Adrien Parlange, vous, ça fait longtemps que vous faites des livres-objets. On dit d'ailleurs que chacun de vos livres est un concept. Quelle place vous accordez à l'idée dans vos ouvrages ? Centrale, en fait. C'est le point de départ de toutes mes envies de livres. C'est d'abord une idée que j'ai dans un petit carnet. Et souvent, d'ailleurs, tout le travail qui suit, ça va juste consister à ne pas à être à la hauteur de cette idée, c'est-à-dire ne pas la trahir, faire le livre qui lui fait honneur. Donc, effectivement, on dit de moi que je fais des livres un peu conceptuels. J'ai un peu de mal avec ce mot parce que je le trouve un peu froid et que j'ai pas du tout envie de faire des livres froids ou cérébraux. Mais je préfère me dire que effectivement, au centre de chaque livre, il y a une idée. Gérard, on l'a déjà un petit peu abordé, mais c'est vrai que c'est pas vraiment nouveau, j'ai l'impression, ce phénomène. Mais peut-être, avant de nous répondre, on va vous découvrir dans votre atelier en pleine fabrication pour voir ce que ça donne de faire un livre-objet. Ah bon ? Je suis passionné du volume et du livre animé par ma formation de décorateur de théâtre. Pour moi, le livre animé, c'est surtout une mise en scène, un décor en miniature. J'aime dessiner et peindre et j'ai trouvé là une façon de réunir toutes sortes de disciplines qui me plaisent passionnément. Et ce livre m'a demandé plus de 2 ans et 9 mois de travail, presque 3 ans, entre la conception de l'ingénierie papier, l'illustration et les essais pour que les pages puissent fonctionner en pop-up. Le livre animé, c'est le rapport que l'on a avec l'objet papier. Gérard, alors, c'est nouveau ce phénomène du livre-objet ? Oh, ça fait une 30aine d'années. Le livre-objet ou objet-livre, la question, vous l'avez posée. Je pense que c'est un phénomène qui nous a amené à trouver des idées hors normes sur le format des livres, sur la façon de prendre le livre, de l'habiter. Pour moi, le livre animé, je préfère d'ailleurs le terme de livre à système que le livre pop-up, est un peu une forme d'architecture. Comme dans une maison, on entre dans un livre par les pages blanches qui sont des silences. On attend dans l'entrée d'une maison, d'une architecture, et le livre dévoile son intériorité. Je m'attache à faire des livres qui me rappellent une période de ma vie où j'ai été décorateur dans les grands théâtres nationaux, Opéra de Paris ou Chaillot. Et donc, en fait, pour moi, un livre à système, un livre-objet, un objet-livre, c'est aussi un décor de théâtre, une sorte d'exposition temporaire, une sorte de lieu de la surprise pour celui qui va dans une librairie, va découvrir un livre sur les tables. La couleur, la forme, ça dit beaucoup de cette approche. Une main que nous tendons aussi au lecteur. C'est une façon aussi de l'apprivoiser, ce lecteur, de l'étonner. Je pense que tous qui sommes autour de cette table, nous sommes attachés à ça. C'est l'idée de surprendre. Alors, si ce n'est pas nouveau, Alix, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change par rapport à... Par rapport à il y a 30 ans, peut-être les techniques d'impression, les techniques de fabrication sont plus simples, sont plus modernes ?
Pas du tout, je dirais que la base est toujours la même. Donc j'ai coutume de dire d'ailleurs que mon métier, c'est de transformer un projet en objet, mais qu'il y a deux types de livres. Il y a les fabrications un peu plus standards, et puis après, il y a les livres qui sont plus du livre d'artiste, un peu plus conceptuel, même si Adrien n'aime pas ce mot, et qui nous pousse à réfléchir à une adéquation entre la forme et le contenu. Donc ces livres-là, bien entendu, vont nous demander d'être plus exigeants par rapport à la fabrication, de faire des recherches aussi, de trouver les fournisseurs ad hoc, mais également de travailler très finement le pré-presse, parce que c'est trop dommage d'investir sur l'objet et de se rater sur l'impression ou la qualité des couleurs aussi, ou la reproduction des couleurs. Donc aujourd'hui, en fait, les méthodes de base restent les mêmes, mais ce que je constate, c'est un engouement supplémentaire pour le livre-objet. Donc je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, est-ce que le développement du numérique a fait que, justement, parallèlement, un goût pour la matière, l'objet s'est redéveloppé. Et pas seulement, bien entendu, parce qu'il y a livre-objet et livre-objet. Le livre animé, évidemment, c'est l'essence du livre-objet. Mais, par exemple, je tiens à dire que cette nouvelle génération qui, pourtant, écrit sur Wattpad, donc est publiée dans un premier temps sur le web, a un engouement certain pour le collector, que je montre ici. Donc le collector, c'est une édition beau livre avec une tranche imprimée, mais aussi des effets de finition spécifiques sur la couverture. En l'occurrence, là, il y a un cold foil, une impression Pantone, voilà, un objet soigné que les followers aiment avoir dans leur bibliothèque et qu'elle tourne en général du côté de la tranche. Donc pour bien montrer voilà, ce bel objet. Pas forcément pour le lire, parce que très souvent, elles auront acheté le livre broché normal pour le lire. Celui-là, c'est un objet plutôt, j'allais dire, décoratif, mais aussi qu'elles s'approprient. Le problème du numérique, c'est ça, c'est qu'on n'a pas ce degré d'appropriation qu'on peut avoir avec du livre papier, du livre objet. Ce type de jaspage, par exemple, assez joli, c'était possible avant, techniquement ? Alors c'est vrai que là, on a pu, grâce à cet engouement, développer des techniques différentes. Et avant, on imprimait, surtout quand il y avait plusieurs couleurs, en sérigraphie. Mais maintenant, il y a des techniques numériques. Aujourd'hui, il y a des imprimeurs qui se sont vraiment équipés de machines numériques pour pouvoir mettre des motifs sur la tranche. Alexandre Chaise, on passe peut-être au cœur du sujet, le rapport à l'enfant. Alors, l'enfant à l'intérieur de nous, mais aussi le vrai enfant, hein, le petit enfant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce type d'ouvrage améliore le rapport à la lecture chez un enfant ? Je pense qu'il le précède surtout. Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est effectivement de proposer des ouvrages singuliers aux enfants avant même qu'ils abordent la lecture, puisque quand la lecture va arriver, je l'ai vécu avec ma fille, tout d'un coup, c'est un engouement vers des romans qui va se mettre en place. Mais par contre, il y a effectivement une sorte de zone grise entre 0 et 5-6 ans, en tout cas où les enfants sont, au contraire des parents, pour eux, à découvrir des choses complètement différentes. Donc, par exemple, ici, ce livre de Julie Saphir-Stein, qui plié est tout plat et puis qui se développe à 360 degrés quand il se développe. Donc, ça peut être un émerveillement tout simplement déjà pour un bébé, ce qui est le cas. Ensuite, selon l'enfant va pouvoir aussi jouer et découvrir les couleurs, découvrir les formes. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui se fait petit à petit, comme ici ce livre El Automato, où quand on le déplie, il joue avec ce que je dirais être le cliché d'un livre d'artiste, à savoir un livre seulement en couleurs, dont on ne comprend pas grand-chose, mais en découvrant les cartes pochoirs qui se trouvent à la fin du livre, et en les posant sur les couleurs, une pomme apparaît, un poireau apparaît, une cerise apparaît. Voilà. L'émerveillement, c'est ce qui est au cœur de la chose. Mais je pense que même pour les adultes, et je le vois sur le salon, l'émerveillement est là chez tout le monde encore, peu importe l'âge qu'on a, quoi. Vous l'avez un tout petit peu évoqué, il me semble d'ailleurs que c'est la naissance de votre fille qui vous a poussé à devenir éditeur et à faire ce type d'ouvrage. En tout cas, c'est sûr qu'avec la naissance de notre fille, j'ai redécouvert que
l'énonciation des couleurs, la manipulation des pages pouvait être finalement le sujet d'un livre avant même qu'une illustration apparaisse, avant même que des mots apparaissent. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de revisiter le livre différemment et d'en aborder une narration différente, effectivement. Gérard, chez vous aussi, il y a un côté manipulation assez prononcé. On l'a vu dans le petit extrait. Il faut déplier de longues pages, parfois tourner le livre pour en faire un petit théâtre. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant, cette manipulation? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Bien sûr qu'il y a une valeur ajoutée. C'est peut-être parler aussi du plaisir que nous avons quand on est auteur ou éditeur, mais quand on est auteur de livres, les prémices d'un livre, c'est-à-dire le moment où l'idée va être consignée dans un carnet, dans un coin de la tête, et qu'on va prendre un plaisir qu'on ne trouvera peut-être plus dans la phase fabrication, le plaisir de la création et parce que là, c'est ouvert, tout est possible, tous les chemins sont permis. Par exemple, ce livre que nous avons fait ensemble avec Alix chez Albin Michel, il est né de petite maquette qui est ici, qui est la maquette de création faite à la gouache, au pinceau, découpée. Toutes les recherches qui vont ensuite être transposées dans le livre définitif sont dans ce petit rêve qu'on garde quelque part précieusement et qui va devenir ensuite réalité, grâce évidemment au savoir-faire technique des chefs de fabrication qui nous aident à formuler nos envies. Justement, comment on arrive à un tel ouvrage ? Alors, malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec le côté émerveillement des livres, et Robert Sabouda, un ingénieur papier connu, appelait ça l'effet waouh. Et c'est vrai que c'est cela que doit provoquer un livre animé quand on le déploie, l'effet waouh. Mais bien entendu, nous, on doit tenir compte des contraintes économiques et des contraintes de marché. D'où, des fois, les ambitions des auteurs, on est obligé de les revoir et de discuter ensemble parce que, bien sûr, le prix de fabrication, le prix unitaire, pour nous, doit rester, j'allais dire, dans la norme de ce qu'on attend sur le marché d'un prix d'un livre jeunesse. Et très souvent, les commerciaux nous imposent des prix ne dépassant pas 25 €, ce qui, pour faire ce type de livre, est quand même très contraignant. Donc j'avais pris avec moi, justement, la maquette d'origine du livre de Gérard. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, il était fou, là. Et donc c'est vrai qu'on a dû non seulement réduire le format, mais aussi réduire le nombre de doubles, du coup, puisque c'est un livre sur les trains. Donc Gérard avait prévu 5 trains, si je ne m'abuse, et on a réduit à 4. Et voilà, tout en faisant, on a gardé quand même ce principe du leporello, donc le fait que le livre se déploie comme un accordéon, de façon à pouvoir mettre le texte, les légendes qui concernent chaque train, au dos. Au dos, voilà, pour... Il n'y a pas de dos. Il n'y a pas de dos. Mais oui, c'est là, voilà. Peut-être dire aussi que quand on conçoit nos livres, comme nous sommes des professionnels et qu'on n'en est pas à notre premier livre, on arrive aussi à faire préexister notre livre techniquement, c'est-à-dire on arrive aussi avec une réalité maintenant, c'est-à-dire on a conscience que chaque ajout à la fabrication d'un livre va être sanctionné par un prix. Donc on vient aussi quelque part aider nos éditeurs, nos fabricants en proposant des projets réalistes pour tourner autour d'une idée de prix public plausible. Enfin, oui, et puis c'est une étude aussi de faisabilité qu'on fait ensemble. Et le plus souvent, par exemple, on va chercher à coéditer, à trouver des éditeurs à l'international
parce que non seulement cela permet d'amortir, bien entendu, le prix de vente, mais aussi ça permet quand même à l'auteur d'avoir une reconnaissance à l'étranger. Donc ce genre de choses. D'où vous verrez que sur ce livre, au dos, justement, on a mis une couleur noire anthracite. On en a beaucoup discuté avec Gérard. C'est pas tout à fait un noir, c'est un noir tramé. Et de façon à ce que le texte vienne défoncer le noir uniquement, car cela permet en fabrication, on m'a permis d'être un petit peu technique aujourd'hui, donc voilà, de ne changer que la plaque du noir. Donc ça nous fait faire des économies à partir du moment où on peut... Pour ce livre-là, je peux le dire, Gérard, on a tiré à 22 000 exemplaires. Voilà, 5 coéditeurs. Dire quand même très rapidement que il y a une tendance actuelle qui consiste à être plus économe. C'est-à-dire que les auteurs, et c'est une vertu, de chercher dans notre travail quelque chose qui est dès le départ un coup plausible, mais qui, artistiquement parlant, soit quelque chose de vertueux. Je m'attache beaucoup, connaissant la hausse des prix chez les imprimeurs internationaux, je m'oriente vers quelque chose de moins sophistiqué. Il y a eu une période comme tu dis, l'effet waouh des Américains qui faisaient des livres extravagants, au fond qui cachaient un manque de texte. Effectivement, je suis plus dans une recherche économe. Je fais des livres maintenant qui sont étudiés avec beaucoup moins de points de colle pour réduire. Et finalement, le fait de se contenir, de réduire nos ambitions techniques, on va à l'encontre d'une nouvelle esthétique, une esthétique plus minimaliste. Effectivement, on reviendra à cette question du modèle économique, mais peut-être avant une petite pause avec Jean-Marie Ozanne, qui, comme tous les soirs, va nous révéler ses meilleures anecdotes du festival. Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Pour qu'un salon dure, il faut des engagements, mais surtout la multiplicité des engagements. Jean-Paul Capitani, c'est Actes Sud. Il me donne rendez-vous à 6h du matin pour monter le stand. Le stand était complètement nu, donc je suis là à 6h, Jean-Paul aussi, mais il a amené sa scie, sa perceuse, toute sa boîte à outils, des planches et des planches. À 10h, le stand était terminé. Il était parfait, c'était un des plus beaux stands. Et puis je me souviens aussi de Pierre Marchand, avec qui je prenais un café. C'est le fondateur, on peut presque dire, de Gallimard Jeunesse. Nous rejoint un autre éditeur. Pierre se retourne vers lui et lui dit non, le salon, il faut qu'il reste à Montreuil, il faut pas qu'il aille à Paris, parce que sinon nous n'aurons que des lecteurs déjà convaincus. Et je me souviens de Catherine Gendron, qui était une illustratrice, mais qui avait abandonné ses crayons pour devenir conteuse. Et elle faisait partie de cette épopée formidable du premier salon qui n'était encore qu'un festival et dans lequel il y a eu une nuit du conte. Et puis je me souviens aussi de Patrick Couratin. Patrick Couratin, c'était le complice d'Arlene Quist, formidable éditeur jeunesse qui a révolutionné plein de choses. Mais Patrick, c'est aussi celui qui avait fait la première affiche, l'affiche du festival. Patrick, il avait toujours l'air de se foutre de tout et, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il s'intéressait à tout. Alors, Pierre, Jean-Paul, Catherine et Patrick, ils nous ont quittés. Mais c'est grâce à leur engagement, entre autres, que le salon a grandi. La fabrication, toujours au cœur du livre jeunesse. Adrien, chez vous, dans vos livres, il y a une forme de respiration, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment l'appeler autrement, et un petit quelque chose qui permet de laisser partir son
son imaginaire dans plein d'univers différents. Et il me semble que vous faites des ateliers dans des écoles avec des enfants. Est-ce que justement, vos livres, des livres qui laissent la respiration, permettent aux enfants de faire libérer leur imaginaire? Comment ils réagissent face à vos livres? Plutôt bien. En général, quand je rencontre des enfants dans les classes, je sais qu'il y a toujours un moment, surtout si les enfants sont jeunes, où ils vont être un peu dissipés, un petit peu fatigués, ou ils vont un peu se déconcentrer, c'est normal. Et dans ce genre de cas, je sais quel livre montrer, quel livre à nouveau les recentrer, les capter. Donc parfois, j'ai un petit peu l'impression, quand je suis debout face à toute la classe, qu'ils ont tous et toutes la tête tournée vers moi, j'ai un peu l'impression de faire des tours de magie. Okay. Et donc de provoquer donc cet effet waouh, sans forcément avoir des principes de fabrication très très sophistiqués, ni je crois très coûteux. En fait, ça dépend pas tellement de ça. Hein. Parfois, juste une image un peu percutante ou une idée simple, mais justement qui donne à imaginer, ça suffit. Et du coup, par exemple, c'est quoi l'ouvrage là qui permet de les canaliser pour les parents avec des enfants très excités? Parfois, ça peut... Alors, j'ai un livre que j'aime bien montrer aux enfants qui, a priori, me disent qu'ils n'aiment pas les livres. J'ai toujours envie de leur dire, oui, tu crois que tu n'aimes pas les livres, mais attends, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est un livre pour toi? Parce qu'en fait, le livre, et c'est un peu de ça qu'il s'agit aujourd'hui, ça existe sous tellement de formes différentes que finalement, on peut pas accepter que quelqu'un dise « je n'aime pas les livres ». On devrait dire « mais non, tu ne connais pas, peut-être que tu ne connais pas cette forme-là de livre ». Et donc, je montre, par exemple, je sais que même des enfants extrêmement distraits, quand je leur montre cette page-là, alors je ne sais pas où la montrer, voilà. Donc la page avec un gros serpent et qui comprennent que le signet vient compléter l'image, et bien là, a priori, toute la classe est avec moi. Voilà. Et quand je tourne la page et qu'après je leur montre un serpent minuscule cette fois-ci, alors là, j'ai gagné au moins 10 minutes d'attention pour la suite. Génial ça pour les profs. Je pense qu'ils vont retenir. Alexandre Chaise, vous aussi, vous avez l'impression de faire des tours de magie avec vos ouvrages? Des tours de magie, en tout cas, il y a certains livres qui sont parfois magiques. En tout cas, quand je montre ce livre-là, qui s'appelle Aquarium, de Fanette Méliès, qui, en l'occurrence, n'est pas un livre à système, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien de spécial. Il présente un aquarium, comme ça, avec juste des silhouettes, et au verso, des couleurs. Alors là, on ne le verra peut-être pas bien, mais en fait, quand la lumière du soleil passe à travers la feuille, immédiatement, en fait, les aquariums se colorent un petit peu. Voilà, donc on peut le voir facilement sur des vidéos. Mais en tout cas, le but, c'est effectivement de créer une magie ou un sourire. Ou par exemple, avec cet autre livre de Fanette Méliès, qui, là aussi, malgré tout, est très technique parce qu'il est hors gabarit, il est trop petit pour l'imprimeur, il est difficile à faire, la dorure à chaud est glissée à l'intérieur du livre. Mais systématiquement, quand les personnes le feuillettent, ils s'aperçoivent petit à petit que les matrioshkas en fait réduisent de taille de page en page et ils comprennent la règle du jeu immédiatement. Et quand elle fait 3 mm sur la dernière page, ils sourient. Un livre-objet, c'est faire d'un livre un jeu, vous pensez ? En tout cas, c'est faire d'un livre une expérience. Voilà, une expérience avant la lecture. Alors, ça peut être une aventure de jeu, une aventure de se plonger dans un livre pour en analyser l'image et essayer de trouver plein de petits détails. Voilà, donc je dirais qu'il y a plein de possibilités de lire un livre en fait différemment. Et c'est ça que je trouve passionnant en tout cas. Alix, on l'a déjà un petit peu abordé, mais je pense que c'est quand même le cœur du sujet, la fabrication. C'est quoi les étapes essentielles pour fabriquer les types de livres que vous avez apportés, par exemple ? Alors, j'avais apporté, puisque j'ai eu le bonheur de fabriquer le ruban, le livre d'Adrien, j'avais apporté une des premières maquettes qu'on a réalisées pour montrer quand même comment justement ça a évolué. Et on part d'un principe qui est... j'adore cette sobriété en fait, l'ingéniosité des créateurs de livres objets.
tout repose sur le signet, mais l'idée, c'était quand même de mettre le fameux signet plutôt en pied qu'en tête, comme on dit en fabrication. Donc voilà, en bas, et juste, voilà, ça repose sur ça. N'empêche qu'il fallait quand même trouver le type de façonnage reliure qui convenait pour que le signet soit bien dans la lignée de l'image. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc on ne pouvait pas réaliser un livre avec des cahiers, avec du coup un pli, et sinon ça n'aurait pas coïncidé. Donc on était obligé de partir sur un principe de tout carton, on appelle ça comme ça. C'est assez mignon parce que et Adrien et moi, on a pris l'édition coréenne du livre qui nous plaît beaucoup. Et voilà, donc en effet, on est parti sur un tout carton, et comme Adrien vous l'a montré, le principe marche parfaitement, du coup, et voilà, c'est comme ça qu'on évolue. On réfléchit ensemble et on fait des maquettes intermédiaires, évidemment, des maquettes en blanc. On fait même des essais d'impression selon les livres. Justement, il y avait une couleur, un doré, je crois, de tête. Oui, c'est ça. Couleur cuivre. Une couleur cuivre. On a fait quand même un essai d'impression pour pouvoir être sûr du rendu de la couleur. Et voilà. Et je tiens à dire que j'enseigne aussi à l'école Estienne et je le montre toujours à mes étudiants. Eh bien, j'ai exactement la même attention dont tu parlais, et aussi avec le serpent. C'est ça qui est drôle, c'est que ça fonctionne et que voilà, c'est un peu ça. On voit qu'il y a quand même cette magie de la surprise aussi. Voilà, ça marche avec les petits comme avec les grands. Exactement. Et d'ailleurs, à propos de couleurs, comment on passe d'une, je sais pas, par exemple, une aquarelle à un livre imprimé? Est-ce qu'il y a des oui, c'est très contraignant. En fait, on a la chance, en effet, de travailler souvent avec des auteurs qui nous font de vrais originaux, que nous devons donc numériser, faire numériser. Et bien entendu, toutes les couleurs n'entrent pas dans le spectre de la quadrichromie. Alors la quadrichromie, c'est donc le cyan, magenta, jaune, noir. Donc j'ai apporté ça. Là, vous voyez une image en quadrichromie. Et derrière, pour faire composer cette image, vous avez 4 couleurs. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. C'est la même image, mais là, vous la voyez avec les 4 couches qui composent le CMJN. Et bien entendu, dans certains cas, nous sommes obligés d'aller chercher dans nos gammes Pantone, donc cet outil que vous voyez ici, pour ajouter une 5e couleur. C'est le cas, par exemple, de cet album Minique, qui est le dernier album de Marine Schneider, qui est aussi une auteure talentueuse. Et voilà, là, en l'occurrence, elle avait une couleur, une encre pigmentaire qui n'entrait pas dans le spectre de la quadrille. Donc, on a fait ce qu'on avait déjà fait avec Adrien en son temps, mais pas pour les mêmes couleurs, des petites recherches d'une gamme couleur pour essayer de trouver comment s'approcher au plus près de la couleur de ses originaux. Et à partir de là, eh bien, on a fait des petits essais d'épreuvage. On peut simuler quand même une 5e couleur en épreuvage pour essayer d'être au plus près, pour essayer d'être fidèle à son travail, et que, bien sûr, l'effet visuel, puisque c'est vrai, ça touche le sensible, ces couleurs font partie de la narration quelque part. C'est aussi, je pense que c'est le propre même du livre-objet de rajouter une dimension sensible à la narration. Sur cette dimension sensible, d'ailleurs, il y a aussi la question du papier. On a des papiers un petit peu différents autour de la table. Et je ne l'ai pas précisé, Gérard, mais vous êtes aussi ingénieur papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je sais pas. C'est vous qui le dites. Ingénieur papier, c'est un mot qu'ont trouvé les Américains pour désigner ces graphistes, artisans qui donnent des fichiers pour que les mécanismes papier fonctionnent. Donc en réalité, sous ce nom ronflant se cache tout simplement quelqu'un qui a le sens du volume et qui va traduire
des volumes qui peuvent fonctionner dans une double page. On doit fournir aux fabricants ces fichiers. Je voulais montrer juste, puisque nous sommes dans le livre et qu'il y a une dimension aussi artistique en dehors de la dimension fabrication qui, moi, me préoccupe beaucoup, mais je laisse Alix en parler très bien. Par exemple, ce livre qui vient de sortir sur le surréalisme, en réalité, ça c'est la version imprimée sur le papier dont on parle, un papier commun à l'édition. Aujourd'hui, on a un peu moins de choix qu'autrefois. La création, elle a commencé par la voici. Il n'y a pas d'ordinateur qui consigne ce livre autrement que sous la forme de ces recherches papier. En réalité, chaque double page, c'est une recherche d'ingénierie papier, comme vous dites, donc de forme qui donne le volume. Et je m'attache à réduire au maximum le nombre de points de colle qui sont coûteux en fabrication. Par exemple, ici, pour avoir cette sculpture de Jean Arp, une partie de la sculpture est prise dans la matière de cette page et une partie du bas de la sculpture de Jean Arp est prise dans la partie droite. Donc les deux alliés font un montage qui ne coûte rien, hormis le façonnage qui consiste à dresser la page. Alexandre, toujours côté technique / économie, il me semble que vous pouvez passer jusqu'à 8 heures chez un imprimeur pour un livre. Comment vous faites déjà? Et puis, comment on peut s'y retrouver économiquement quand on passe autant de temps pour faire un livre? Alors, effectivement, bon, c'est un positionnement qui est le mien, qui est aussi un positionnement politique de vouloir en tout cas produire des objets jusqu'au boutiste, assez radicaux. Et forcément, j'en paye aussi en partie de ma personne, puisque j'ai finalement une maison d'édition depuis 10 ans, j'en vis partiellement, mais ce qui m'importe peut-être devant la mort, c'est de pouvoir produire les livres, en tout cas, dont j'envie qu'ils existent, en fait. Voilà. Et après, il y a aussi, malgré tout, il y a une part de jeu qui est très intéressante. Quand on passe 8 heures à caler le recto d'aquarium, il y a aussi le plaisir que plus tard, des étudiants passent devant un stand et on s'aperçoit que ces livres sont étudiés dans les écoles de graphisme. Voilà, donc c'est aussi le plaisir, le jeu de participer à toute cette aventure, en tout cas. Et est-ce que la vente à l'international peut être une option ? Alors pour moi, elle est vraiment une option très forte, puisque, étant donné que je publie des ouvrages sans texte, j'ai la chance de pouvoir en fait faire voyager ces livres, et effectivement, je vis en partie de ces livres qui partent à l'étranger, et j'ai 50% de mes ouvrages qui vont à Taïwan, en Amérique, en Italie, voilà. Donc ça, c'est en tout cas à mon échelle, ma petite échelle de couteau suisse, je dirais, où je fais un peu tout. Ça me permet en tout cas de continuer à produire des livres singuliers qui effectivement sont hors gabarit économiquement et souvent techniquement aussi. Adrien, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'avoir une idée trop folle pour être réalisée? Parce qu'on parle quand même de beaucoup de techniques, beaucoup de contraintes techniques, économiques, etc. Qu'est-ce que... non, ça ne m'est pas arrivé, mais peut-être parce que je prends la question dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord, je vais plutôt me renseigner sur ce que l'on peut faire, ce qui est techniquement possible, et plutôt aller chercher du côté des choses simples, en fait, et essayer de réinterpréter ces fabrications, ces particularités de fabrication, et essayer de leur trouver une originalité, que ça fasse partie de l'expérience de la lecture, d'une manière un peu inédite. Par exemple, le signet. Bon, on trouve des signets dans les livres depuis longtemps, j'imagine. Je ne sais pas. Mais simplement de dire, bon, cette fois-ci, ça ne servira pas à marquer la page, mais ça va faire partie du livre et de l'image. Et le signet va faire le lien entre le livre, l'objet et le lecteur ou la lectrice. C'était en tout cas l'idée qui moi m'a donné envie de me lancer dans le projet, mais c'était pas particulièrement compliqué. Il me semble que c'était pas si compliqué que ça à faire du point de vue de l'imprimeur, mais je ne sais pas, peut-être. Là Adrien, en fait on est au cœur de notre sujet.
qui est le détournement en réalité. Le détournement de choses qui étaient usitées autrefois et qui aujourd'hui trouvent une nouvelle manière de s'exprimer. En fait, ce qu'on fait, tout le monde l'a déjà fait. Mais on arrive au moment où, avec nos moyens d'expression mécanique, comme qu'offre l'industrie de l'impression, on peut faire des choses extraordinaires. En réalité, on fait des livres d'art avec les techniques qu'offrent les arts graphiques et l'imprimerie contemporaine. Alix, on peut aller jusqu'où, du coup, pour jusqu'au bout de la nuit. Tant qu'on reste dans l'objet livre, qu'est-ce qui n'est plus livre et qui devient que objet? Ah, ça, c'est une question difficile parce que j'aurais eu tendance à dire oui, enfin, à partir du moment où il n'y a pas de texte, par exemple, est-ce qu'on est vraiment dans le livre ou est-ce qu'on est encore plutôt dans le jouet? Parce que je parle en tant que fabricante, donc j'ai ces contraintes aussi de respecter les normes de sécurité et que pour nous, il y a une vraie différence entre quand est-ce que c'est un jouet et quand est-ce que c'est un livre jouet. Et de toute façon, on a très souvent des budgets tests aussi, on doit faire passer des tests pour être sûr de la sécurité de l'objet. Donc voilà, ça a déjà un coût. Donc c'est vrai que pour nous, dès qu'il n'y a pas de texte, on a peur d'être assimilé à un jouet. Voilà. C'est une question du de TVA, livre. Hein. C'est ça, aussi de TVA. Question de TVA. Deux choses différentes, les normes de sécurité et la TVA. Mais la TVA change quand on nous assimile à un jouet. Oui. Un mot peut-être pour la fin? Oui, non, mais juste sur cette question, parce que je la trouve très intéressante. Je me suis beaucoup posé la question moi-même avant de vous retrouver. Pourquoi est-ce que si je fais une cocotte en papier, ce n'est pas un livre-objet? Et pourquoi est-ce que Bloom, qui est donc qu'Alexandre vient de montrer, est un livre-objet? Pour moi, le livre, ce qui le caractérise, c'est aussi que c'est un objet qui existe sous deux formes. Il y a une forme fermée, une forme ouverte. Il y a un dévoilement, il y a un moment où on découvre le contenu, on découvre ce que le livre a à nous dire. Et c'est un peu, pour moi, la base et l'intérêt du livre. Format de 1,20 m sur 1,50 m ou livre 100 pages, peut-être, alors tout peut être livre. En attendant, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé tous ces ouvrages, toutes ces idées, toutes ces méthodes de fabrication. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Social Club spécial BD Jeunesse.